Bonjour tout le monde, c'est vraiment un charme de vous voir aussi nombreux. Bienvenue à cette 10e édition du Symposium Ouranos, un symposium qui couvre toujours, là, qui couvre large tout le spectre de la science, allant de la science du climat jusqu'à la science de la prise de décision vers l'adaptation. Comme vous le savez, on a dépassé pour la première fois le 1,5 degrés Celsius l'année dernière. En fait, on a même atteint 1,6. Il se passe aussi des choses chez nos voisins du Sud en rapport avec la science et les changements climatiques en général. Et pendant ce temps-là, on l'a vu, la Californie brûle. Je crois que c'est maintenant le plus gros désastre naturel dans l'histoire des États-Unis, donc beaucoup de sous. Au Québec, on s'est fait rappeler cet été un reste d'ouragan qui est passé et qui a créé apparemment, ce que je comprends, le désastre naturel le plus coûteux de l'histoire du Québec. Donc, je pense que ça nous rappelle l'importance de parler d'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment l'objectif du symposium de parler d'adaptation au changement climatique sur des bases scientifiques solides. Pour réussir à faire un événement du genre, il faut des gens qui nous supportent, qui nous appuient. Pour le symposium, on a beaucoup de commanditaires et il y a notamment le commanditaire vraiment majeur pour l'événement, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Il y en a aussi une panoplie que vous avez ici qui sont illustrées devant vous. Puis, en fait, il y a l'ensemble de la contribution des gens qui sont ici dans la salle au travers de leur participation personnelle ou à titre de représentant de leur organisation. Pour le symposium, en fait, il y a une nouveauté importante pour le symposium. Habituellement, le symposium Ouranos regroupait beaucoup des gens qui étaient impliqués dans des projets de la programmation d'Ouranos. Alors, cette fois-ci, on a décidé d'ouvrir à tout le monde, toute organisation, tout groupe, tout centre de recherche qui travaille sur les changements climatiques à appliquer. On avait même un comité scientifique qui était composé de gens de l'externe, que je remercie d'avoir joué le jeu. Et donc, ça nous donne une programmation qui, je pense, est vraiment très complète par rapport à l'adaptation au changement climatique au Québec. 9 thématiques: biodiversité, écosystème, l'eau, l'adaptation des villes, hein, ça c'est devenu quand même très important dans les dernières années, l'économie, l'énergie, les enjeux transversaux, les enjeux régionaux tels la foresterie, les zones côtières, les zones nordiques, les sciences du climat, la mesure du progrès en adaptation et l'intelligence artificielle qui peut aussi être très bien appliquée dans notre domaine. Le symposium est donc vraiment un moment privilégié pour présenter nos réalisations, discuter des questions de recherche ou des questions à répondre pour les prochaines années et de renforcer naturellement les liens qui existent déjà entre vous. Je vais vous lancer par contre un petit défi à la fin ici de l'introduction au niveau des liens et du réseautage. En mot d'introduction, en fait, le ministre de l'Environnement du Québec est venu à tous les symposiums Ouranos par le passé. Malheureusement, cette année, on s'est mal timé parce qu'il y a une commission parlementaire qui a lieu présentement. D'ailleurs, il y a plusieurs participants. Il y a Jeanne Robin, d'ailleurs, qui était sur le comité scientifique qui va peut-être avoir de la difficulté à participer à cause de cette commission parlementaire qui vise, c'est le projet numéro 81, là, qui vise à changer certaines dispositions en matière d'environnement. Donc, le ministre, malheureusement, ne peut pas être là. Il nous souhaite de bonnes discussions. Il rappelle que le gouvernement du Québec a comme priorité l'adaptation au changement climatique de plus en plus. Et donc, je lui remercie là, de nous avoir donné ces petits mots-là. Par contre, en chair et en os avec nous, il y a quelqu'un aussi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui aussi parle beaucoup d'adaptation au cours des dernières années. Donc, je suis particulièrement heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Donc, je présente pour un petit mot d'ouverture la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Bonjour, merci M. Bourque. Je pense que j'ai failli, mon Dieu, manquer une petite marche. Très heureuse d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien?
Oui, une belle journée d'hiver dehors. Il fait froid, mais ici, il va faire chaud, je le sens, parce qu'il va y avoir beaucoup de brassage d'idées dans les prochaines aujourd'hui. Fait que c'est une excellente nouvelle et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour cette 10e édition, évidemment, du symposium. Monsieur Bourque, qui est le directeur général, évidemment, mais je tiens également à saluer Madame Christina Orval, qui est la présidente du conseil d'administration, puis je salue les autres membres du conseil qui sont ici. Bien, écoutez, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à Montréal, bienvenue dans votre métropole. Et je dois dire que je suis fière de dire que notre métropole, la ville de Montréal, brille ici au niveau du Québec, mais aussi au niveau pan-canadien, au niveau national et au niveau international, comme une ville vraiment championne au niveau de l'adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité et également dans son souhait de diminuer en fait les GES. Puis en fait, pour moi, je vous le dis fièrement parce que c'est un travail qu'on a pris à bras-le-corps dès que j'ai été élue comme première mairesse de Montréal en 2017 avec un agenda environnemental fort. Et je souhaitais ardemment, avec toute la ville de Montréal, donner un coup de barre et pouvoir répondre aux attentes des Montréalais, Montréalaises, Québécois, Québécoises, j'ai envie de dire la population du monde, de voir des administrations, des gouvernements qui agissent de façon concrète et avec courage, parce que les changements climatiques, avec ce que M. Bourque vient de nous dire, effectivement, c'est 1,5 degré Celsius qui a été atteint plus rapidement que prévu. Bien, ça nous démontre qu'on doit agir. Mais pour une première magistrate comme moi, bien, pour agir justement de façon efficace, il faut avoir faut avoir des données, il faut avoir la science qui vient nous appuyer. Et pour moi, c'est ce qui a été extrêmement bénéfique au cours des dernières années de pouvoir compter sur différents réseaux de chercheurs, dont Ouranos, extrêmement important. C'est ce qui nous permet de pouvoir mobiliser la population, les amener à adhérer à des choix, des changements de comportement qui ne sont pas toujours faciles, on va se le dire, parce que ça demande de changer nos habitudes, parfois nos habitudes de consommation ou autre, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit dans... parce que vous savez, une ville, on va dans tous les domaines quand il est question de changement climatique, autant dans la collecte des déchets, le compostage, justement, diminuer la présence de la voiture solo, encourager le transport collectif, la décarbonation des bâtiments qui est extrêmement importante également, sur laquelle on a décidé de se démarquer. Donc, pour faire tous ces changements-là et mobiliser la fonction publique, parce que je dois dire qu'à la Ville de Montréal, on a la chance d'avoir des équipes dédiées. Et pas juste au niveau des équipes qui travaillent au niveau de l'environnement, mais bien de tout l'ensemble de la fonction publique. On a fait c'est important pour nous, comme administration, de mobiliser la fonction publique. C'est 28 000 employés quand même. Et dans les éléments qui sont ressortis les plus forts, c'était justement lutter, trouver des solutions concrètes à la ville pour lutter contre les changements climatiques et l'habitation. Donc, je pense que ça fait du bien de savoir qu'on a une fonction publique qui est alignée sur les préoccupations des Montréalais. Ce que ça nous a permis de faire, bien, c'est des éléments très, très précis. Permettez-moi de vous dire, pour peut-être celles et ceux qui ne le savent pas, la Ville de Montréal, on a augmenté le nombre d'espaces verts. Là, en fait, on a doublé le nombre d'espaces verts à Montréal, sur le territoire de la ville, depuis notre arrivée, en presque 8 ans. On a également augmenté, on est rendu à, on sait qu'on va atteindre notre cible de 500 000 arbres plantés d'ici 2030. Et on va avoir dépassé notre cible initiale de 25 d'arbres plantés d'ici 2025. On a aussi créé des grands espaces verts, déminéralisés autant que possible, pour combattre tant les îlots de chaleur, autant pour pouvoir servir également Quand on a déjà des espaces verts, on le sait, ça a une surface perméable qui est très bénéfique quand il y a des inondations. Je ne nommerai pas tout le nombre de parcs, mais c'est à peu près une dizaine de parcs qu'on a augmenté la superficie d'est en ouest en passant par le technoparc. Puis finalement, les fameuses infrastructures éponges que j'aime tant, c'est vrai. Ça existait avant moi, les water parks, évidemment, mais on a voulu amener notre administration une couleur particulière, une couleur montréalaise, qui en est une où ce sont des parcs où on peut profiter. Il y a des aménagements soit pour les enfants ou juste pour profiter de la verdure, mais
en y ajoutant des éléments structurants qui permettent de minimiser l'impact des pluies diluviennes qui, elles, on sait, vont augmenter, diminuer l'impact sur les infrastructures d'eau qui ne sont pas, qu'on le voit, ont de la difficulté à absorber cette quantité d'eau importante. Mais je voulais quand même vous dire que toutes ces décisions-là, je le rappelle, là, c'est entre autres grâce au travail d'Ouranos, au travail de vous et tous et toutes dans vos champs d'expertise respectifs. Puis peut-être un élément très précis du travail, comment Ouranos a contribué aux efforts de la Ville de Montréal, pas juste de Montréal, mais bien de l'ensemble des municipalités du Québec via l'Union des municipalités du Québec. Cette étude qui nous a permis, d'Ouranos, qui est venue documenter, qui est venue mettre de la chair à l'os pour dire au gouvernement, ça nous coûterait, les villes, les municipalités, on a besoin de 2 milliards de dollars par année documentés par Ouranos pour adapter nos territoires parce que c'est un enjeu majeur et on le sait que, en fait, on a un peu reçu de dessous, mais on sait qu'on doit aller plus loin. Mais je tenais vraiment à mentionner que c'est ce travail-là qui est important. Et en terminant, Ouranos, moi, me suit aussi à l'international. J'ai le grand honneur d'être vice-présidente du conseil, pas du conseil pantoute, du C40, qui est un réseau de maires et de mairesses engagés pour les changements climatiques à travers le monde, avec Mme Hidalgo, le maire de Londres, M. Khan, la mairesse de Nouvelle-Orléans, Los Angeles, bref, de grandes villes, Montréal, et se démarquent de façon importante. Et moi, j'aime rappeler à quel point au Canada, on a des réseaux comme Ouranos qui nous aident justement à prendre les bonnes décisions. Et quand on est un administrateur public, moi je considère que c'est notre responsabilité de s'éloigner de toutes les décisions, soit électoralistes, surtout quand on est une politicienne, et de se connecter à la science pour faire la bonne chose pour nous maintenant, mais aussi la bonne chose pour les générations futures. Je sais que c'est un souhait que vous partagez. Et pour toutes ces raisons, merci d'être là aujourd'hui. Merci pour votre travail et continuez à pousser fort parce qu'on a besoin de toute la société civile, de tout l'ensemble des institutions, des chercheurs, institutions universitaires et autres pour faire avancer ce dossier-là et porter la voix des citoyens et citoyennes qui s'attendent à du courage, à des actions concrètes pour protéger la planète, comme je disais, pour maintenant et pour le futur. Merci beaucoup. Bien, merci. En fait, c'est un super mot d'ouverture pour lancer les débats, les discussions et les présentations. Merci, Madame Plante. Quelques petites informations additionnelles par rapport à l'événement. Pour commencer, vous allez voir que juste à la sortie un peu à droite, il y a une expérience créative qui va se dérouler pendant tout l'événement. Je pense que on a eu l'idée de tenter de justement croiser science et art, mais ça nécessite aussi votre participation et votre collaboration. Donc, je vous invite à aller voir et à pleinement participer à ce petit kiosque juste à côté. Peut-être d'autres petits points importants aussi. Bien, il y a plusieurs employés d'Ouranos qui sont mêlés là, dans la salle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'aide, à les approcher. D'ailleurs, en général, hein, on n'a pas des cocardes pour rien. C'est pour pouvoir se connaître, se rencontrer. Donc, ne vous gênez absolument pas pour aller voir la cocarde de quelqu'un, puis de regarder son nom, puis ensuite partir une discussion. C'est un peu l'objectif de ce genre d'événement-là. Donc, profitez-en, ne soyez pas gênés. Vous allez remarquer qu'il va y avoir quelques conférences en anglais. N'oubliez pas les affiches scientifiques aussi qui sont dans le fond à droite. Donc, surtout pendant l'heure du dîner, je pense que ça va être les moments où vous allez avoir davantage de temps pour voir les affiches. Et on va, en fait, très bientôt aller, on va avoir une plénière bientôt. Mais juste pour vous dire que la première pause, elle est particulièrement courte. Il y a plusieurs autres pauses qui sont un peu plus longues, puis il y a les heures de dîner qui sont naturellement plus longues. Alors, on vous invite, là, surtout pour la première pause, à pas trop tomber dans le panneau, d'avoir des discussions qui récapitulent le temps des fêtes, puis des trucs du genre. Merci à tous pour ça.
Ben, peut-être qu'un des objectifs que j'aimerais vous donner pour le symposium, justement en parlant des cocardes, là, c'est oui de reconnecter avec les gens que vous connaissez, mais peut-être vous donner l'objectif de contacter deux ou trois nouvelles personnes, faire 2 ou 3 contacts nouveaux qui pourraient vous intéresser puis vous faire avancer dans le domaine de l'adaptation, science-adaptation, au cours des 2 prochains jours. Donc, c'est le défi que je lance à tout le monde pour notre événement. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais inviter, on va démarrer le symposium formellement avec la première présentation plénière qui va être offerte par Nathan Gillett d'Environnement et Changement climatique Canada. Donc Nathan, il a un doctorat en physique atmosphérique de l'Université d'Oxford en 2001. Il a été postdoctorant à l'Université de Victoria. Sur la science de l'attribution au changement climatique, une nouvelle science qui est maintenant rendue discutée continuellement dès qu'il y a maintenant un événement météorologique extrême qui se déroule. Il a été maître conférencier au fameux CRU, le Climate Research Unit, que beaucoup de gens en sciences du climat connaissent très bien, de l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni. Et c'est en 2008 qu'il est arrivé à Environnement et Changement climatique Canada comme chercheur en modélisation et analyse du climat. Depuis qu'il est à Environnement et Changement climatique Canada, ben, il a été aussi auteur principal pour le 4e et le 5e rapport du GIEC et a aussi été impliqué comme auteur et coordonnateur dans le 6e rapport du GIEC. Pour moi, il va être impliqué dans le 7e. Alors, sans plus tarder, Nathan Gillett. J'espère que ça marche. Oui. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de parler à vous aujourd'hui. Alors, je vais parler concernant les projections climatiques et les incertitudes dans les projections climatiques et comment est-ce qu'on peut réduire les incertitudes dans ces projections. Alors, je dois remercier Yongxiao Liang qui a contribué plusieurs analyses que je vais vous présenter aujourd'hui. Je pense que je vais utiliser l'autre podium où je peux voir mes diapos. Alors, l'adaptation au changement climatique demande des projections et des projections aussi précises que possible. Alors, vous travaillez dans ces domaines, mais si on veut protéger la côte contre les inondations, si on veut construire des défenses côtières, par exemple, on a besoin des projections. Et on a besoin des projections aussi précises que possible. Si on veut construire un pont qui ne soit pas vulnérable aux inondations futures, si on veut planter les arbres après un feu de forêt, on a besoin des projections et, comme j'ai dit, on a besoin des projections aussi précises que possible. Mais, cependant, les projections du changement climatique au cours de ce siècle comportent typiquement de très grandes incertitudes. Si on voit les projections par exemple, le 5e rapport d'évaluation du GIEC, les incertitudes sont très grandes. Et ces incertitudes augmentent les coûts d'adaptation et ces incertitudes rendent l'adaptation plus difficile. Alors, la question que je veux poser et que je vais essayer de répondre, à laquelle je vais essayer de répondre, c'est peut-on réduire ces incertitudes dans les projections climatiques? Alors, je vais commencer par un exemple. Cet exemple vient du rapport Le climat changeant du Canada, publié en 2019
par Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada. Cette graphique montre les projections dans ce rapport pour le Québec. Et ça présente les projections dans deux scénarios. Un scénario avec des émissions très élevées et un autre scénario avec les émissions plus bas. Alors, c'est RCP 8.6 et RCP 2.6. Et on peut voir qu'il y a des très grandes différences entre ces deux scénarios. Et même dans chaque scénario, il y a, ce n'est pas indiqué dans cette graphique, mais il y a aussi des très grandes incertitudes dans les scénarios individuels. Alors, je pense que ce rapport était utile pour nous informer concernant les changements climatiques au Canada, mais les incertitudes dans ce rapport étaient très grandes et comme j'ai dit, ça rend les décisions concernant l'adaptation, la planification plus difficiles, ces incertitudes. Alors, je vais parler concernant les sources d'incertitude dans les projections climatiques. Alors, ce graphique montre les projections de réchauffement au Canada. C'est le moyen pour le Canada. À gauche, on peut voir les projections dans 5 scénarios différents, 5 scénarios qui étaient utilisés dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC. On peut voir qu'il y a des grandes différences entre les scénarios. Et à droite, on peut voir une analyse des sources d'incertitude dans ces projections. Et comme j'ai dit, cette graphique, c'est pour le Canada, c'est pour la moyenne canadienne, mais ce genre d'analyse était proposé par Hawkins et Sutton en 2009. Alors, on peut voir 3 sources d'incertitude. Premièrement, c'est la variabilité naturelle interne en bleu. Alors, et ça correspond à la variabilité interne. Ça correspond aux oscillations comme l'oscillation El Niño, La Niña. Et on peut prévoir sa variabilité seulement dans les 5 premières années, peut-être 10 premières années, mais après ça, on ne peut pas réduire cette source d'incertitude. Alors ça, c'est un autre sujet, les prévisions décadales, mais aujourd'hui, je vais concentrer sur les prévisions à long terme. Et les autres sources d'incertitude sont, alors en rouge, on peut voir l'incertitude de la réponse climatique. Alors, il y a des incertitudes associées à la sensibilité climatique. Alors, si on utilise des modèles climatiques différents, on trouve des projections différentes et la rouge indique cette source d'incertitude. Et aussi, il y a l'incertitude liée aux émissions en grise. Alors, à gauche, on peut voir les scénarios différents et oui, ça peut être une grande source d'incertitude, en particulier à long terme. Alors, est-ce qu'on peut réduire ces sources d'incertitude? Est-ce qu'on peut réduire les incertitudes dans nos projections? Alors, je vais dire oui, on peut réduire ces sources d'incertitude. Alors, je vais commencer avec l'incertitude liée aux émissions. Si on commence avec le 5e rapport d'évaluation du GIEC, cet rapport a été publié en 2013. Alors, le rapport de la première groupe du travail. Alors, et dans ce rapport, le GIEC n'a pas associé de probabilité au scénario. Alors, ce rapport a présenté 4 scénarios différents, mais comme j'ai dit, je parle du rapport du premier groupe de travail. Ce rapport n'a pas associé de probabilité au scénario. Mais
Et alors, les scénarios sont des futurs possibles, mais avec pas de probabilité. Mais beaucoup d'entre vous travaillent dans le domaine d'adaptation. Et alors, je suis chercheur scientifique, mais je pense que si on planifie l'adaptation, on a besoin de faire des décisions concrètes. Pour faire des décisions concrètes, on doit attribuer des probabilités à des scénarios d'émission. Alors, beaucoup de fois, les gens ont choisi des scénarios ou ils ont utilisé tous les scénarios, mais afin de faire des meilleures décisions, on a besoin d'attribuer des probabilités à des scénarios d'émission. Parce que, oui, alors, une future possible avec pas de probabilité, ce n'est pas très utile si on doit construire des défenses côtières ou si on doit construire un pont, par exemple. Alors, tous les scénarios sont-ils égaux en matière de probabilité? Ou est-ce qu'on peut commencer à associer des probabilités au scénario? Alors, je vais commencer avec une comparaison aux observations et je dois remercier Damon Matthews je pense qu'il est ici aujourd'hui. Il a suggéré cette graphique. Et alors, pour commencer, on peut comparer les scénarios aux observations. Et cette graphique compare les scénarios SSP qui étaient utilisés dans le dernier rapport du GIEC avec les observations des émissions de dioxyde de carbone pendant les dernières années. Alors, les émissions réelles, les émissions observées sont en noir et on peut voir les scénarios SSP en couleurs différentes. On peut voir que pendant les dernières 10 années, les émissions actuelles étaient plus bas que dans les scénarios SSP 3, 7.0 par exemple, et SSP 5, 8.5. Et les émissions étaient, à la même temps, les émissions étaient plus hautes que dans quelques autres scénarios comme SSP 1, 1.9 et SSP 1, 2.6. Alors, oui, alors ce graphique vient du Global Carbon Project et les émissions de l'année 2023 sont indiquées par le cercle rouge. Alors ça, c'est seulement une comparaison pendant quelques années, mais ça indique peut-être que les scénarios les plus hauts ne sont pas totalement cohérents avec les émissions observées. Ça n'avance pas. Je vais essayer encore une fois. Maintenant ça a avancé. Ah oui, désolé. Alors, on peut aussi comparer au scénario de politique actuelle. Alors, c'est-à-dire des scénarios qui considèrent les mesures, les politiques pour réduire les émissions qui sont déjà en place. Et il y a bien sûr des mesures, des politiques pour réduire les émissions déjà en place. On sait par exemple que dans plus que 18 pays, les émissions se sont réduites pendant les dernières 10 années, par exemple. Alors, dans ces scénarios de politique actuelle, on prévoit que les émissions pendant ce siècle seront plus ou moins stables. Alors, le premier graphique, ça vient d'une étude publiée par Hausfather, je pense que c'était la semaine dernière, alors c'était assez récent, mais ça compare plusieurs scénarios de politique actuelle avec les scénarios SSP. Alors, et c'est les scénarios de politique actuelle qui sont au milieu. Et on peut voir
que les scénarios de politique actuels prévoient les émissions plus ou moins stables pendant 7 siècles. Aussi, le deuxième graphique, ça fait une comparaison pareille. La ligne grise, ça c'est le scénario de politique actuelle d'un rapport publié par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et ça indique aussi les émissions plus ou moins stables pendant ce siècle. Et ces scénarios de politique actuelle correspondent plus ou moins à SSP2 4.5. Ça, c'était aussi une conclusion du dernier rapport du GIEC. Alors, on sait que plus que 80... Alors, les pays responsables pour plus que 90% des émissions ont des buts de réduire leurs émissions jusqu'à zéro. Et on ne sait pas si ça va passer, mais si ces pays ont du succès de réduire leurs émissions, on arrive à la zone grise, à d'autres scénarios avec les émissions plus bas. Alors, cette évidence indique aussi que les scénarios les plus hauts ne sont pas peut-être si probables. Et dernièrement, je vais vous montrer une analyse d'Ouranos. Alors ça, c'est une étude publiée par David Howard en 2022. Et ça attribue des probabilités à chacun des scénarios SSP. Alors, cette étude utilise les résultats d'autres études. Alors, ça utilise les analyses probabilistes indiquées en haut. Alors, les graphiques sont peut-être un peu petits, mais en général, ces graphiques montrent les émissions de dioxyde de carbone pendant 7 siècles et les lignes grises viennent des analyses probabilistes qui essaient de considérer toutes les sources d'incertitude dans les émissions. Et l'analyse à gauche, par exemple, ça vient de Jeremy Fike et Damon Matthews, publiée en 2015, et il y a d'autres analyses indiquées sur ce diapo. Mais on peut voir que, l'analyse de Howard a utilisé cette information de ces analyses probabilistes et il a fait une analyse bayésienne pour attribuer des probabilités à chacun des scénarios et on peut voir les probabilités dans les autres graphiques en bas. Et on peut voir qu'à la fin du siècle, par exemple, toutes ces analyses indiquent que la probabilité de SSP 5, 8.5 est bas. Alors, c'est un scénario peu probable. Aussi, le GIEC lui-même, par exemple, dans le premier chapitre du rapport du premier groupe de travail, ça a conclu que le scénario SSP 5, 8.5 était peu probable. Alors, j'aurais dit que oui, on peut réduire par rapport à il y a 10 années, par exemple, avant l'accord de Paris, on peut réduire l'incertitude associée au scénario. Et je pense que les analyses probabilistes peuvent être très utiles aussi pour l'adaptation. Alors, maintenant, je vais parler un peu concernant l'incertitude de la réponse climatique. Alors, ça, c'est la deuxième source importante de l'incertitude dans nos projections. Alors, typiquement, on a utilisé plusieurs modèles climatiques pour quantifier cette source d'incertitude. Mais maintenant,
Alors maintenant, nous avons des observations. Alors les changements climatiques, le réchauffement climatique, c'est pas un phénomène théorique, c'est un phénomène qu'on a observé et nous avons des observations des changements climatiques et on peut utiliser ces observations pour contraindre notre projection. Et cet champ de recherche, ça s'appelle souvent les contraintes émergentes. Et cette graphique montre l'idée. Alors, si on veut faire une projection, par exemple, du réchauffement futur indiqué sur l'axe Y, et si on a quelque chose qu'on peut observer, par exemple une tendance observable, ça peut être par exemple le réchauffement planétaire pendant les dernières 40 années. On peut utiliser les modèles climatiques pour trouver une relation entre ces deux quantités. Et sur cette graphique, les modèles climatiques, les résultats des modèles climatiques sont indiqués par les petits cercles roses. Et alors, on peut trouver des relations entre des choses qu'on veut projeter et les choses qu'on peut observer. Et puis, avec cette relation, on peut utiliser les observations, par exemple, en ce cas-là, les observations de la tendance observée pendant les 40 années, le taux de réchauffement mondial, et on peut faire une projection contrainte indiquée par la zone verte sur cette graphique. Alors l'idée, c'est d'utiliser les observations pour contraindre les projections. Il y a plusieurs approches de faire ça. Alors ce graphique montre l'approche de régression. Il y a d'autres analyses qui utilisent la pondération des modèles ou les autres approches bayésiennes. Mais c'est toujours l'idée, c'est d'utiliser les modèles, des observations, souvent des observations des tendances pour contraindre les projections, pour réduire les incertitudes des projections. Alors, cette graphique montre les projections du réchauffement mondial à la fin de ce siècle, alors en 2081 à 2100, relative à l'ère relative à 1995 jusqu'à 2014. Alors ça, c'est les projections du réchauffement mondial. À gauche, on peut voir les modèles sans contrainte. Alors, les modèles CMIP6 sans contrainte. Il y a trois études différentes qui ont utilisé les ensembles de modèles un peu différents. Mais on peut voir, encore une fois, des grandes plages d'incertitude, des grandes incertitudes à gauche. Et ces trois études ont utilisé des contraintes observationnelles, des contraintes émergentes pour faire des projections contraintes. Et ces résultats sont à droite. Alors, on peut voir les résultats de trois études. Liang et al., c'était une étude qui a utilisé la pondération des modèles. C'était une étude faite à l'Université de Victoria. Rieb et al., alors Aurélien Rieb, il est chercheur avec Météo France. Il a proposé une approche bayésienne qui utilise le krigage, je pense que ça s'appelle en français. Et Tokarska et al., elle a utilisé une approche de régression. Et toutes ces approches ont réduit les incertitudes beaucoup. On peut voir, si on compare les projections à gauche et les projections à droite, ces approches ont réduit les incertitudes dans les projections du réchauffement mondial. Et c'est clair probablement dans le graphique, mais
alors ça, c'est les projections pour 5 scénarios différents. En ce cas-là, les contraintes ont aussi réduit les projections moyennes du réchauffement. Mais alors, ces projections du réchauffement global étaient utilisées dans le rapport, dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC, et les projections dans le sommaire à l'intention des décideurs étaient basées sur ces études, ces projections contraintes. Alors, ces méthodes marchent bien pour les projections du réchauffement mondial. Alors, cette graphique intègre les résultats concernant les incertitudes liées aux émissions et les incertitudes liées à la réponse climatique. En haut, on peut voir les projections de la 5e rapport d'évaluation, du 5e rapport d'évaluation, et on peut voir que, et c'est les projections pour le réchauffement à la fin du siècle, et on peut voir que les incertitudes, comme j'ai déjà expliqué, les incertitudes étaient très grandes à cette époque-là. Ça, c'est les projections pour 4 scénarios différents. Comme j'ai expliqué, le rapport n'a pas associé des probabilités au scénario, mais si on fait l'hypothèse que tous les scénarios ont la même probabilité, on arrive à la distribution noire. Et comme j'ai dit, les incertitudes étaient très grandes à cette époque-là. Mais dans le 6e rapport d'évaluation, si on compare par exemple, si on compare la distribution bleue dans les panneaux en haut et le panneau le milieu, en milieu, on peut voir que les incertitudes se sont réduites d'une façon significative entre les deux rapports. Et cette réduction des incertitudes, c'est à cause de l'application des contraintes observationnelles. Et aussi, alors j'ai déjà présenté le panneau en bas. Si on choisit les scénarios qui sont cohérents avec les scénarios dans le dernier rapport du PNUE, on arrive, et si on fait l'hypothèse que la probabilité de ces 3 scénarios sont égaux, on arrive à la projection dans le 2e panneau. Et alors, ça, c'est une simplification, mais quand même, si on fait cette hypothèse, on arrive à cette projection et la plage d'incertitude est beaucoup plus étroite. Alors, les incertitudes sont beaucoup plus petites dans ces projections-là. Alors, c'est environ une moitié de l'incertitude dans les projections de 2013. Alors, j'espère que j'ai démontré que ces approches de contraintes observationnelles, de contraintes émergentes marchent bien à l'échelle globale, mais est-ce que ces approches marchent aussi à l'échelle régionale? Alors, ces graphiques montrent les projections pour le Canada à gauche et pour le Québec à droite. C'est une analyse pareille pour le Canada et pour le Québec. Et alors, si on voit les barres grises indiquent les projections sans contrainte des modèles Simepsis. Et on peut voir à gauche, alors si on commence à gauche, on peut voir que les incertitudes sont assez grandes. Et dans cette graphique, on a comparé les projections sans contrainte. Alors, je dois remercier Yongxiao Liang pour cette graphique.
Si on compare les projections sans contrainte avec les projections contraintes, on voit une diminution des incertitudes assez importante. Alors, il y a 4 études dans ce graphique, 4 études assez récentes. Une approche proposée par Liang et al. Qui utilise les métriques associées aux nuages tropiques. Alors, et ces observations des nuages sont associées aux rétroactions des nuages. La deuxième étude, Li et al., ça utilise l'approche d'Aurélien Ribes, que j'ai déjà vu montrer. La troisième approche de Alex Cannon, il utilise une méthode de pondération des modèles et Zhang et Cannon ont utilisé aussi une approche alors, ils ont choisi des modèles et ils ont utilisé plusieurs métriques pour faire ça. Alors, mais dans toutes ces études ont démontré une réduction très significative des incertitudes pour les projections pour le Canada. Et oui, ça c'est peut-être un peu difficile de voir, mais ça c'est pour 3 scénarios différents, SSP 1, 2.6, SSP 2, 4.5 et SSP 3, 7.0. Alors, ces méthodes marchent bien pour le Canada. À droite, on peut voir les projections pour le moyen pour le Québec. Alors, ces méthodes marchent mieux à l'échelle globale et aux échelles plus petites, alors la variabilité interne joue un rôle plus important, mais quand même, ces approches ont réduit les incertitudes pour les projections au Québec. Alors, ce n'était pas aussi... Alors, les faits étaient plus grands pour le Canada, mais quand même, ces approches ont réduit les incertitudes des projections pour le Québec, les projections de réchauffement. Alors, aussi, il y a un autre avantage de ces projections qui utilisent les contraintes observationnelles. Alors, si on utilise seulement les modèles, la plage d'incertitude des modèles, c'est un peu ad hoc. Alors, si dans ces études, on doit faire quelques hypothèses. Par exemple, souvent, on fait l'hypothèse que les observations, le monde réel et les modèles sont tirés de la même distribution. Mais si on fait ces hypothèses, on peut trouver les plages d'incertitude bien quantifiées. Alors, je vais présenter aussi des projections des précipitations moyennes et encore une fois, une comparaison entre des projections sans contraintes et des projections avec contraintes émergentes. Ça vient aussi de Yang-Xiaoliang. Si on compare, alors les projections, alors à gauche, on peut voir les projections pour le Canada. On peut comparer les projections sans contraintes en noir et dans la zone grise avec les projections avec contraintes en rouge et dans la zone rose. On peut voir, pour le Canada, on peut voir encore une fois une réduction des incertitudes avec l'application des contraintes émergentes. Pour le Québec, on peut voir aussi une réduction, mais ce n'est pas aussi marqué que pour le Canada. Ça, c'est le changement des précipitations dans le scénario SSP2 4.5 et par rapport à 1850 jusqu'à 1900. Alors, ces méthodes marchent bien aussi pour les variables, pas seulement pour la température, mais aussi pour les autres variables. Et maintenant, je vais parler un peu concernant un autre sujet. Alors, ça, c'est les changements des extrêmes. On sait
vous savez très bien que les événements extrêmes sont souvent plus importants pour les impacts des changements climatiques que les changements des moyennes. Et je vais parler un peu concernant l'attribution des événements extrêmes. Alors, ça c'est, si un événement extrême comme une vague de chaleur se passe, souvent les gens, le grand public, les décideurs, posent la question, est-ce que c'est causé par les changements climatiques? Est-ce que les changements climatiques ont augmenté la probabilité d'un tel événement? Et pour répondre à ces questions, on peut utiliser l'attribution des événements, les analyses d'attribution d'événements. Alors, je travaille pour Environnement et Changement climatique. Nous avons fait des études d'attribution des événements et nous avons aussi développé un système rapide pour attribuer des vagues de chaleur. En ce moment, ça marche pour les vagues de chaleur et pour les extrêmes froids. Et on va développer le système pour attribuer des autres variables aussi, comme les précipitations. Mais à ce moment, ça marche pour les vagues de chaleur et les extrêmes froids. À gauche, on peut voir notre site web. On peut trouver des résultats de ce système sur notre site web. On divise le Canada en 17 régions. Au Québec, alors 17 régions avec plus ou moins la même superficie. Au Québec, alors le Québec est divisé en deux régions, le sud du Québec et le nord du Québec. Et le sud du Québec, ça c'est une moitié du Québec dans le sud. Ce n'est pas seulement l'extrême sud du Québec. Alors, ce diapo montre des exemples, un exemple des résultats de notre système. Cet été, l'événement le plus chaud dans le sud du Québec, c'était au 19 juin. Alors, le 19 juin, on a observé une température maximale dans cette grande région au sud du Québec d'environ 30 degrés Celsius. Et alors, pour faire l'analyse d'attribution, on simule la distribution de ces événements, de ces événements extrêmes dans le climat actuel, indiqué par la distribution rouge, et on compare ça avec la distribution dans le climat pré-industriel, indiqué par la distribution bleue. Et à ce moment, on utilise les modèles, un ensemble de modèles CMIP6 pour faire cette comparaison. Et puis, si on observe une vague de chaleur, comme la vague de chaleur le 19 juin au Québec, on peut calculer, alors ça c'est indiqué par la petite flèche noire, on peut calculer la probabilité d'un événement aussi fort que celui observé, indiqué par l'air rose dans les diagrammes à droite. Et on peut comparer cette probabilité avec la probabilité dans le climat pré-industriel indiqué par l'air bleu. Et puis, on peut calculer, ça s'appelle le ratio du risque. Alors, on peut calculer le ratio entre ces deux probabilités. En ce cas-là, alors, le moyen était environ 5. Alors, cet événement était environ 5 fois plus probable à cause des changements climatiques. Mais alors, nous utilisons des catégories. Alors, il y a des incertitudes dans ces ratios de risque. On utilise des catégories et cet événement était dans la catégorie au moins 2 fois plus probable à cause des changements climatiques. Et dans le texte sur le web, ça s'appelle beaucoup plus probable à cause des changements climatiques. Maintenant, ce système roule aussi pour les événements extrêmes froids. Alors, ce n'est pas sur mon diapo, mais la semaine dernière, on a observé un événement extrême froid dans l'ouest d'Ontario, par exemple, et cet événement était alors au moins 2 fois moins probable à cause des changements climatiques.
Ce n'est pas sur notre site web maintenant, mais ça vient, ça vient tôt. Alors, à ce moment, notre système n'utilise pas la pondération des modèles, ça n'utilise pas des contraintes émergentes, mais je vais vous montrer des résultats concernant l'application des contraintes émergentes à l'attribution. Alors, ce graphique montre le ratio de risque pour une chaleur extrême qui se produit une fois tous les 5 ans dans le climat actuel. Alors, c'est peut-être un peu difficile de voir, mais je vais essayer d'expliquer ce diagramme. L'axe X montre le ratio de risque dans un modèle. Alors, ça s'appelle un modèle parfait. On utilise un grand ensemble de simulations. On calcule le ratio de risque pour une chaleur extrême qui se produit une fois tous les 5 années. Alors, et on peut voir que si on voit, par exemple, le panneau pour Alberta, on peut voir que alors, le taux de réchauffement dans les modèles différents est différent. Alors, le ratio de risque dans les modèles différents est différent aussi. Et on peut voir, par exemple, pour Alberta, le ratio de risque est entre 2 et environ 15 pour le même événement. Alors, comme j'ai dit, il y a des incertitudes associées à ces ratios de risque. À ce moment, on utilise une approche. Alors, on compare une période pré-industrielle avec une période de 20 années entre, par exemple, 2015 et 2034. Et on arrive aux résultats démontrés par les lignes horizontaux. Alors, mais, comme j'ai dit, on sait que le taux de réchauffement dans les modèles différents est différent. Alors, on peut aussi utiliser le niveau de réchauffement planétaire actuel. Alors, par exemple, Alain, il a indiqué que le niveau de réchauffement planétaire actuel, c'est presque 1,5 degré. On peut aussi choisir une période dans tous les modèles où le niveau de réchauffement planétaire est environ 1,5 degré. Et on a sur l'axe Y, si on peut utiliser cette approche, et les cercles démontrent les résultats de cette approche. Alors, si les cercles sont à côté de la ligne noire, ça indique que cette approche améliore nos résultats, nos ratios de risque, et c'est le cas qu'on doit probablement utiliser cette approche de niveau de réchauffement planétaire. Alors ça, c'est une espèce de contrainte observationnelle parce que dans cette approche, on utilise le réchauffement planétaire actuel observé. Et dernièrement, je vais finir par présenter les résultats d'une autre étude d'attribution qui utilise le niveau de réchauffement planétaire actuel. Alors, ça, c'est une espèce de contrainte observationnelle. Et ça, c'est une étude d'attribution des feux de forêt publiée par Megan Kirchmeier-Young, Environnement et changement climatique, et plusieurs collègues. Et cette étude a été publiée en décembre, alors c'est assez récent. Vous savez bien sûr que 2023 était une année exceptionnelle pour les feux de forêt au Canada, en particulier dans l'Ouest et en particulier au Québec. Et Megan a utilisé des simulations des modèles CIMIP6 elle a calculé des indices forêt météo de ces simulations, puis elle a utilisé un modèle statistique pour prévoir la superficie brûlée dans toutes ces simulations. Puis elle a fait une analyse d'attribution qui compare la superficie brûlée dans le climat actuel avec la superficie brûlée
dans le climat pré-industriel. Et cette graphique, et puis elle a calculé un ratio de risque. Cette graphique montre la limite inférieure du ratio de risque pour chaque écozone au Canada. Et on peut voir qu'ici au Québec, le changement climatique a plus que doublé la probabilité d'une superficie brûlée aussi élevée qu'en 2023. Alors, il y avait une réponse assez claire des changements climatiques sur les feux de forêt ici au Québec. Et elle a fait aussi des projections en utilisant cette méthode. Et voici des projections pour le changement de probabilité de la superficie brûlée en 2023 en cas de réchauffement planétaire de 3 degrés Celsius. Et on peut voir une réponse plus forte, en général une réponse plus forte avec un réchauffement planétaire de 3 degrés Celsius. Alors 3 degrés Celsius, c'est plus ou moins le réchauffement qu'on prévoit dans le scénario de 4,5 à la fin du siècle. Et on peut voir une augmentation de la probabilité assez forte ici au Québec. Alors, la probabilité d'une superficie brûlée aussi élevée qu'en 2023 serait au moins 5 fois plus élevée avec un réchauffement planétaire de 3 degrés Celsius. Alors, il y a une réponse assez forte dans cette région pour les feux de forêt au changement climatique. Alors, maintenant, je vais passer à mon résumé. Alors, comme j'ai expliqué, typiquement, on a vu des incertitudes assez grandes dans les projections des changements climatiques, mais pour les décideurs, pour les gens qui doivent faire les décisions concrètes, on a besoin des projections aussi précises que possible. Et l'incertitude dans les projections climatiques augmente les coûts d'adaptation. Mais j'ai fait l'argument qu'au cours de la dernière décennie, l'incertitude liée aux émissions a diminué. Et aussi, alors c'est grâce au progrès, par exemple, l'accord de Paris et les buts de réduire les émissions jusqu'à zéro de plusieurs pays. Aussi, l'incertitude de la réponse climatique a diminué grâce aux contraintes émergentes. Et on peut utiliser les contraintes émergentes pas seulement à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale et pour les extrêmes. Et pour finir, j'aurais dire que alors, nous ne sommes pas dans l'époque d'Arrhenius. Alors, Arrhenius a prévu la réponse climatique au dioxyde de carbone. Mais à cette époque-là, c'était une prévision théorique. Mais maintenant, nous avons observé les changements climatiques et nous pouvons utiliser ces observations pour réduire les incertitudes dans nos projections. Alors, merci beaucoup. Merci Nathan. Excellente présentation en français en plus. Vraiment un gros. Ouais. Merci. Excellente présentation aussi mise à jour, visiblement il y a quelques jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Housefather dans le domaine des scénarios d'émissions, donc ça aussi c'était bien apprécié. Aussi bravo, mais en fait pour Environnement et Changement climatique Canada pour le système quasi opérationnel d'attribution. Là, je pense que ça pourrait être très utile au cours des prochaines années. Je vais en rester là. On a une période de questions, peut-être une dizaine de minutes où on peut poser des questions. Pendant que les gens se lèvent pour aller poser des questions, moi, je vais tout de suite en poser une. On a vu avec la présentation que pour des raisons essentiellement scientifiques, l'évolution de la science, le scénario SSP 5, 8.5 semble de plus en plus écarté, ce qui, en tout cas, est quand même une bonne nouvelle là, quand on y pense.
Qu'en est-il, je ne sais pas si tu peux commenter un peu sur l'autre scénario extrême, le scénario le plus bas. Puis j'ai dit dans l'introduction qu'on était déjà rendu à plus d'1,5. Bon, ceci étant dit, El Niño, etc. Donc, je ne sais pas si tu pouvais commenter là-dessus sur le réalisme du scénario le plus optimiste. Ouais. Merci. Oui, c'était une bonne question. Alors, oui, alors si on pense à la scénario SSP 1.9, c'était le seul scénario parmi les scénarios présentés dans le dernier rapport du GIEC qui était associé avec une possibilité de rester, d'une probabilité d'environ 50% de rester sous 1,5 degré Celsius à la fin du siècle. Alors, j'ai montré le graphique du Global Carbon Project qui compare les émissions entre les émissions actuelles avec les scénarios. Dans ce graphique, on peut voir que les émissions étaient plus hautes que dans ce scénario. Alors, je pense que ce scénario aussi, ce n'est pas très probable. Alors, ça demande des réductions des émissions. Alors, ça demande des réductions des émissions qui a commencé en 2015 et des réductions très vite. Alors, oui, je pense que ce scénario est aussi, ce n'est pas très probable. Au moins, j'imagine que le bon côté des choses, c'est qu'on sait de plus en plus vers où on se dirige. Là. Donc, je dis ça parce que pour l'adaptation, c'est clair que ça devient une information très intéressante. Là. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui se sont levées. Je vais donner peut-être priorité à une personne non Ouranos, mais Hélène, tu pourrais y aller après. Bonjour, vous pouvez vous nommer avant, puis y aller avec une question la plus courte possible pour qu'on puisse en prendre le plus. Merci. Mon nom, c'est Mélissa Vac. Je suis à la MRC Antoine Labelle. Puis ma question, c'était par rapport aux incertitudes avec les politiques actuelles. Ce que je voulais savoir, c'était avec le désistement des États-Unis de l'accord de Paris, ça va être quoi l'influence sur la probabilité des scénarios plus élevés de se réaliser? Dans le fond, ça va être quoi l'impact de ces décisions politiques-là? Merci beaucoup. Oui, j'ai prévu un peu cette question. Aussi, hein, c'est tout simple qu'on fait. Non, ça va. Oui, c'était une bonne question aussi. Alors, je dois commencer par dire que, alors, je suis chercheur climatique. Je ne suis pas un expert dans les scénarios. J'ai utilisé des scénarios développés par d'autres gens. Je pense, oui, alors c'est clair que ça n'aide pas les buts de Paris, les événements aux États-Unis, mais j'aurais dire aussi que, alors ces scénarios, c'est les scénarios pour les développements pendant alors 80 années. Alors c'est les scénarios à long terme. Et il y a, alors c'est pas seulement des politiques d'un pays pendant une période de 4 années qui vont déterminer ça. Alors c'est clair que ça n'aide pas les réductions des émissions qu'on voit dans quelques scénarios, mais à la même temps, il y a des tendances dans la technologie, par exemple. Les coûts des énergies renouvelables sont devenus moins chers, plus vite que prévu, par exemple. Alors, c'est clair que ça n'aide pas, mais je pense que, et je vais répéter, je ne suis pas un expert dans les scénarios, mais je pense que ça ne change grandement la vue. Oui. Merci. Peut-être si je peux rajouter aussi, je veux dire, peut-être qu'aux États-Unis aussi, il va y avoir une contre-réaction du monde municipal, des États, etc., qui vont s'investir massivement pour réussir une certaine forme de décarbonation, mais c'est clair que c'est inquiétant à plusieurs égards. Mais moi, je pense aussi que ça permet, notamment aux gens d'adaptation, qui ont toujours été un peu gênés d'être en compétition avec les gens de réduction aux émissions de gaz à effet de serre, là, de clairement parler du message qu'il faut faire les deux en parallèle. C'est une question de gestion de risque. Fait que ça, c'est peut-être ça qui peut arriver aussi. Hélène.
Merci Nathan pour ton excellente présentation. Ma question, c'est sur les contraintes émergentes. Au Canada et au Québec, on a de très grands territoires avec peu de mesures, avec, disons, un climat encore difficile pour les instruments. Donc, c'est difficile d'avoir des mesures de grande qualité partout. Est-ce que tu penses que ça peut poser un problème pour avoir des relations émergentes de qualité pour pouvoir réduire l'incertitude un peu plus que ce qu'on voit présentement? Oui, alors, merci pour la question. Alors, oui, c'est toujours le cas qu'on a besoin des observations, des mesurements aussi précis que possible. Et oui, c'est toujours le cas et on doit essayer de mieux comprendre les processus à l'échelle du pays, à l'échelle plus régionale, à l'échelle de la province. Mais ces études-là, pour la plupart, les études qui contraignent qui font les projections contraintes à l'échelle régionale utilisent quand même les observations à l'échelle globale. Alors, on peut utiliser la tendance globale pour contraindre une projection régionale et souvent, il y a moins de certitude, moins de variabilité dans les mesures globales. Par exemple, alors j'ai vu montrer les résultats de Liang et al. Il a utilisé la tendance de réchauffement mondial, mais il a utilisé aussi une métrique liée à la cycle saisonnière de l'ère de glace arctique. Alors ça, c'est un peu régional, c'est l'ère de glace arctique, mais pour la plupart, alors il a essayé, et d'autres chercheurs ont essayé d'utiliser les observations locales pour contraindre les projections, mais pour la plupart, il y a plus d'informations dans les observations globales pour faire ces contraintes que dans les observations régionales. Oui, alors une autre étude a utilisé la température canadienne moyenne. Alors, on a besoin des observations, c'est clair, mais pour la plupart, il y a plus d'informations dans les observations globales que dans les observations régionales pour faire ces projections contraintes. Bien, merci beaucoup, Nathan, pour cette présentation en ouverture. Merci. Comme vous pouvez le saisir, là, c'est qu'on pensait avoir une plénière initiale qui parlait de sciences du climat, parce que j'ai parlé au début, à l'introduction, qu'on allait de la science du climat vers les sciences d'adaptation. Alors, c'était la première plénière. Maintenant, on va passer aux sessions parallèles qui vont notamment parler soit d'adaptation ou encore d'hydroclimatologie, etc., etc. Donc, en fait, on va aller à la pause. Seule particularité, c'est qu'il faut absolument évacuer cette salle-ci rapidement parce qu'elle va se transformer en 2 salles. Alors, donc, je vous invite à aller à la pause, à retourner au début des sessions à 10h30 tapant parce que l'horaire est assez chargé. Et puis, je suis sûr que vous ne voulez pas avoir un cocktail à 6h45 ce soir. Alors, merci tout le monde.